Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cet entretien avec Karim Aïnmouz pour la sortie de son documentaire Marin des montagnes. Mãe querida, eu tô no meio do Mediterrâneo num barco enferrujado de bandeira argelina. Daqui a 20 horas, a Argélia vai deixar de ser um ponto cego na minha cabeça e vai passar a ter cheiro, cor e cara. E você não vai estar do meu lado para ver o que realmente é esse lugar que assombrou a gente a vida toda. Marin des montagnes, ça raconte l'histoire de Karim Aïnmouz lui-même qui, après la mort de sa mère, va retourner sur les traces de son père en Algérie et plus particulièrement en Kabylie. Et ce documentaire, c'est littéralement son voyage, les rencontres qu'il a faites et les raisonnements, les questions que ce voyage lui a apporté. Iracema, minha companheira imaginária. Eu sei tão pouco desse lugar. Quando eu era pequeno eu tinha curiosidade, mas depois de uma certa idade eu não queria mais saber desse clã argelino, dessa tal de Kabylie, de onde esse pai mandava uns cartões postais. C'est un documentaire que j'ai personnellement trouvé passionnant, vraiment beau et que je vous encourage à voir. Le film est sorti depuis le 17 avril. Il est dans très très peu de salles, mais vraiment, si vous avez l'occasion, si le film passe pas loin de chez vous, je vous encourage à aller le découvrir. Et plus particulièrement, si vous êtes sur Toulouse, c'est l'American Cosmograph qui le distribue et vous avez jusqu'au 6 mai pour le découvrir et vraiment foncez là-dessus. De toute façon, j'en parle un petit peu plus dans le prochain épisode d'Avis désastreux. Juste avant que l'entretien commence, j'aimerais faire quelques remerciements. Je commence par les films des Deux Rives, la boîte de distribution qui permet que le film puisse avoir une sortie française nationale. Quelques semaines après Le Jeu de la Reine, ça vous fait deux films de Karim Aïnmouz à découvrir et les deux sont vraiment passionnants. L'équipe de l'American Cosmograph, cinéma de Toulouse, où l'entretien a pu se faire, et plus particulièrement à Jérémy qui m'a permis de faire cette rencontre. Teddy Devisme qui a écrit un super article sur le documentaire que je vous mets en description et qui m'a un petit peu aidé pour l'élaboration des questions. Karine31 de Benzine Magazine, avec qui j'ai pu tenir cet entretien. C'est elle qui est du coup la seconde journaliste qui pose les questions. On a fait ça ensemble et je la remercie encore une fois pour avoir permis de ce très long entretien. Et enfin, évidemment, Karim Aïnmouz lui-même, un réalisateur très abordable, vraiment drôle, avec qui j'ai passé un très bon moment et qui nous a permis du coup cet entretien de 48 minutes. Donc j'espère qu'il vous plaira et nous on se dit à bientôt et merci de votre écoute. Salut! Est-ce que l'idée d'aller en Algérie et l'idée de faire un film sur ce voyage sont arrivées en même temps? Oui et non, je crois que l'idée d'aller en Algérie, elle était toujours là depuis que je m'entends comme être humain, comme ça que j'ai compris, que mon père venait de là-bas, mais pas comme un film. Mais je crois qu'au fur et à mesure que ça prenait beaucoup plus de temps, parce que moi j'avais envie d'aller quand j'étais adolescent, après j'avais envie d'aller quand j'étais adulte, et après c'était la décennie des années 90, 2000, c'était pas possible. Et finalement, il y avait des choses qui m'ont beaucoup intrigué, c'est le fait que je suis allé finalement à l'âge de 54 ans. Et il y avait quelque chose d'assez tragique par rapport à ça. Je trouve que d'aller chez vous à l'âge de 54 ans, c'est un peu tard. Et j'avais pensé qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, quelque chose de spécial, quoi, de triste, en même temps de joyeux, quelque chose de spécial. Et en même temps, je trouvais que, de l'autre côté, je trouvais que l'histoire de mes parents, l'histoire d'amour de mes parents, la rencontre de mes parents, mon père qui partait de l'Algérie avant la Révolution pour être éduqué aux États-Unis, ma mère qui est allée là-bas, toute seule, je trouvais que là, il avait un film plutôt que les voyages. Je crois que là, il avait quelque chose de très intéressant parce que ça parlait d'un moment utopique dans l'histoire, le début des années 60, avec les guerres d'indépendance, avec les mouvements aux États-Unis, partout dans le monde. Et là, comme je savais que les voyages, ce serait un peu déclenché par cette relation, je me suis dit, peut-être il y a quelque chose qui peut devenir un film. Mais honnêtement, je crois que l'idée de faire un film était là quand je suis parti en 2019, parce qu'effectivement, cet voyage a été financé comme un film. Mais je crois que les films en soi, moi, j'étais sûr que je l'avais après quelques mois de montage. Je savais qu'il y avait quelque chose d'assez aussi intéressant, parce que dans mon contexte, dans ma vie, je n'avais pas beaucoup vu des images d'Algérie. Moi, je pensais que ce serait intéressant de, comme cinéaste, avoir la possibilité d'avoir des images, de faire des images de l'Algérie. En parlant de ça, quand j'ai fait des recherches sur le film, je suis tombé sur un titre alternatif qui s'appelait Algérien par accident. Finalement, le titre, c'est Marin des montagnes. Et je me posais la question, est-ce que c'est plus un film sur vos origines ou un film sur votre voyage? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Alors, L'Algérien par accident, c'est un film que je me suis senti un peu comme le résultat d'un accident.
Et je me sentais un peu comme une victime d'un accident de voiture, un truc comme ça. J'ai dit non, peut-être c'est pas une bonne idée, ça a l'air bien. C'est moi, ouais. Okay. Mais après, je me suis dit, c'est un peu bizarre, ça fait un peu comme si j'étais un peu assassiné par une voiture, un truc comme ça. Et en fait, ça donne aussi une connotation très triste à cette relation. Et après, Marin de Montagne, c'est venu beaucoup après parce que c'était après le montage. Avant, je crois que c'était juste avant qu'on a postulé les films pour des festivals. Parce qu'il avait quelque chose à la fin, quand je suis parti de l'Algérie, et quand j'écris cette voix off qui dit que je voudrais rentrer dans l'eau pour sortir dans la montagne, je me suis dit, il y a quelque chose ici qui est intéressant, montagne, marin par le fait que moi j'étais élevé dans une ville qui était au bord de l'Atlantique, vraiment au bord de mer, et je croyais que c'était une façon intéressante de lier la montagne avec la mer, quoi, qui est vraiment un peu d'où viennent mes parents. Et c'est pour ça que ce titre s'est imposé à la fin. Mais vous m'avez demandé une autre question, si le film était... Sur votre voyage ou vos origines? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, je crois que les voyages et les origines, c'était au départ. Le film, c'était sur les voyages, c'était sur la découverte, et c'était sur la volonté de partager cet endroit, ces pays, ces mondes, cette culture, dont j'étais toujours interpellé en faisant partie de cette culture, de la culture algérienne, de la culture kabyle. Et c'était une façon pour moi, pour finalement... raconter au monde, ou aux gens, ou aux amis. Parce que toutes les fois que je disais je viens de l'Algérie, c'était un peu abstrait. C'est comme si je viens de Jupiter ou quelque chose comme ça. Personne, moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais pour être très honnête avec vous, ça, c'était le point de départ. Et là, c'était drôle parce qu'un jour, j'ai dit à mon père que j'allais faire un film pour l'Algérie, pour la télé brésilienne. C'était comme une espèce de documentaire de voyage. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, un documentaire sur l'Algérie, je crois qu'il en a beaucoup plus à raconter. Et finalement, je trouve que ce film, c'était vraiment un film qui m'a permis d'apprendre l'Algérie. Et je crois que les grands buts, après que je suis allé en Algérie, je suis rentré, j'ai commencé à penser qu'il avait un film à faire, quand je dis qu'il avait un film à faire, qu'il avait un objet qui serait... partageable, que je pourrais partager avec un public, parce qu'un film, ça peut être aussi très personnel, on met dans un tiroir et on reste là comme un archive personnel. Et pour moi, pour répondre à votre question directe, c'était vraiment un film qui m'a permis de découvrir la Révolution et la guerre d'indépendance. Parce que, quand vous voyez le film, c'était cette révolution qui a quand même fait que mes parents se sont rencontrés. Parce que comme ça, c'est lui qui est parti de l'Algérie pour aller à la fac aux États-Unis, mais c'est aussi cette révolution qui a fait qu'il a rentré en Algérie et qu'il y a resté. Et pour moi, comprendre qu'est-ce que c'était ça, cet événement qui était tellement important, sur lequel je savais très peu, c'est un peu choquant parce que moi, je n'ai pas grandi en France, j'ai grandi au Brésil. L'Algérie au Brésil, ça n'existe pas du tout, pas plus que le Népal ou le Turkestan. C'est vraiment un pays qui n'existe pas, qui n'est pas dans les radars. Et pire, moi, je n'avais pas d'image de la guerre d'indépendance. Et pour moi, à la fin, c'est un film sur mes parents, sur mes origines, pour que je puisse vraiment parler de mon apprentissage sur la guerre d'émancipation et d'indépendance de l'Algérie. Et ça se ressent? Très bien. Ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est très compliqué des fois dans des débats ou dans des échanges sur le film, que ça devienne psychoanalytique, ça devient très personnel. C'est personnel, mais je crois que c'est une façon pour moi de parler de l'histoire avec un H majuscule et surtout de cette guerre d'émancipation avec une stratégie qui est très écrite, qui est très pensée comme un journal intime. En fait, il y a deux histoires, celle de vos parents, la vôtre, enfin du coup trois. Oui. De vos parents, la vôtre et celle de l'Algérie. Oui. Non, c'est vrai, elles sont tissées, mais je crois que mon histoire et celle de mes parents, elle permet qu'on puisse avoir un regard sur la guerre de l'Algérie, sur la guerre d'indépendance. Et vous savez, moi, je trouve qu'il a des raisons. Je ne sais pas si vous étiez là dans la projo hier, mais il a des grandes raisons parce que je fais ça. D'abord parce que je trouve qu'après la pandémie, moi, je ne pouvais plus écouter le mot dystopie. Je ne pouvais plus. Et je crois qu'on est dans un moment horrible dans le monde, mais aussi, je crois qu'on est beaucoup mieux de ce qu'on était il y a 200 ans. Et pour moi, c'était très important de parler et de raconter et d'avoir un film qui, même s'il est un peu triste, même qu'il a un peu de mélancolie, mais c'est un film qui parle d'une utopie qui a été vécue en Algérie en 62. Et ça, c'était la grande motivation, et ça a beaucoup à voir avec le contexte. Je viens de sortir d'une pandémie. C'est pour dire la date de Cannes.
Dites-nous. Une Les exclusivité. actualités arrivent tout de suite. Exclusivité directe. Allez-y, ouvrez. Non, et vous savez aussi, ce film, il a été fait. Je parle aussi. Ce film, en fait, ça fait partie d'une espèce de diptyque. Ce film a été fait un an après l'élection de Bolsonaro au pouvoir. Et je ne dis pas ces mots Bolsonaro, en fait, je préfère dire le monstre au pouvoir, parce que c'est vraiment un monstre. Et pour moi, aller dans un pays qui avait fait un peu le contraire, qui avait fait quand même une guerre, et qui avait fait un mouvement, qui avait fait une révolution pour s'émanciper, c'était moi une façon aussi de continuer à respirer, parce que vraiment, ce qui s'est passé au Brésil en 2018, je crois qu'un jour, on va en parler d'une façon un peu plus précise, mais c'est plus qu'un cauchemar, c'est quelque chose d'horrible. C'est vraiment quelque chose d'horrible, surtout avec la pandémie, parce que moi, j'étais en train de monter le film pendant la pandémie, on a 1 million de morts. C'est un peu le même montant, enfin, pour des raisons différentes, des gens qui ont été tués à la guerre de l'Algérie. Et pour moi, d'aller dans un pays qui même, on peut aujourd'hui beaucoup discuter, c'est la révolution, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, où est-ce qu'on est allé, il a le pouvoir, etc., etc. Mais c'est quand même un pays qui s'est construit par soi-même depuis des années de colonialisme. Et pour moi, ça, c'était important aussi, un moment où il avait la montée de l'extrême droite, parce que c'est pas seulement le Brésil, c'est pas un cas isolé, de raconter, parce que je trouve qu'on raconte pas assez les mouvements d'indépendance des pays qui étaient colonisés dans les années 60. Je trouve que c'est pas dans des cursus scolaires. Et j'avais lu un bouquin qui était fascinant, qui est un bouquin écrit par une juive américaine qui s'appelle Elaine Moktefi, qui était allée en Algérie, qui était très proche des Algériens aux États-Unis, à New York, pendant les moments où il avait le gouvernement algérien avant l'indépendance avec l'ONU, et qui est parti en Algérie en 62, et qui a écrit un livre qui s'appelle Algérie, la capitale du tiers-monde. Et ce livre, il m'a bouleversé. C'est un mémoire aussi, c'est pour ça que je pense aussi qu'une mémoire, c'était peut-être une stratégie d'en parler. Et je me souviens, quand je préparais les films, je lis ce livre, je l'ai rencontré. C'est une dame qu'aujourd'hui, elle a 94 ans. Elle est allée en fait avec moi pour montrer les films à Béjaïa, là. Et qui a vécu en Algérie jusqu'à 74, comme beaucoup de monde. Ils sont éjectés en 74. Mais c'est un livre que m'a dit, mais là, les moments, des années dorées de la Révolution, moi, j'aimerais bien les raconter. C'est encore la même personne, la productrice. Mais vous savez, il avait tout ça, que je crois que c'est important de raconter, parce que c'était... Quand je lis ces livres, je dis, mais pourquoi mon père ne m'a jamais raconté cette histoire? Parce que c'était vraiment des joies, de possibilités, de liberté. C'était les pays au monde qui accueillaient tous les autres mouvements révolutionnaires. Il y avait une espèce... Il y a un documentaire aussi sur Arte qui s'appelait Alger, la Mecque de la Révolution. Et c'est comme ça que le film est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'effectivement, au départ, c'était un truc sur mes racines et un film sur la découverte de l'Algérie, une découverte physique et humaine. Je voulais savoir combien de temps vous étiez resté en Algérie et combien d'heures de rush vous aviez à disposition pour faire ce film. Je ne sais pas en précision, mais je sais que j'ai resté 2 mois et demi. Je suis allé au mois de février, je suis rentré au mois de avril, je crois. J'ai fini La Vie invisible, c'est un film que j'ai fait en 2019. J'ai passé le baston pour un monteur son. Je suis allé en Algérie et je suis rentré pour faire le mixage du film pour aller au festival. Alors c'était 2 mois et demi à peu près. Je me souviens que j'ai fait toute la post-synchro là-bas, je faisais par téléphone et tout. Oui, c'était ça. Et les heures de rush, je ne sais pas, quelqu'un m'a demandé ça une fois, il y a 2 ou 3 jours, il faut que je sache. Plus ou moins, je crois que 100 heures et quelques, j'ai l'impression. J'ai beaucoup tourné. Je ne me suis pas arrêté, moi j'ai passé 2 mois, tous les jours c'était une espèce de... Mon repas c'était tourner obsessivement tout le temps. C'était comme si je pouvais aller, pendant ces 2 mois-là, prendre tout ce que je pouvais, que je n'avais pas pris depuis toute ma vie, quoi. J'avais vraiment faim de tout aller, de tout découvrir. J'étais comme un enfant qui était mis dans un parc comme ça, parce que... Vous imaginez, moi j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, et là j'y étais, alors je voudrais tout garder. Et pour moi, je crois que le cinéma a aussi un côté... Vous savez, moi j'ai commencé à faire le cinéma, pas très tard, mais assez tard, parce que je n'ai jamais rêvé de faire du cinéma. Et je crois que le cinéma est rentré dans ma vie quand j'ai découvert que j'avais un problème héréditaire, que je crois qu'il vient de la Kabylie, où j'ai un problème de cornée, et je vois très peu. Là, je vois 3%, mais avec des lentilles de contact, je vois beaucoup plus, ça va, tout va bien. Mais quand j'étais diagnostiqué à l'âge de 19 ans ou 20 ans,
filmer, photographer, c'était une façon de garder une mémoire physique. Et là, avec l'Algérie, c'était un peu la même chose, parce que je ne savais pas quand est-ce que je pourrais rentrer. Et il avait une espèce d'émerveillement d'aller dans ces pays pour la première fois. Alors j'ai beaucoup tourné. Je voulais savoir si l'écriture s'était faite avant de partir en voyage, pendant le voyage ou au niveau du montage. L'écriture du texte qui est là, on a commencé alors j'ai monté pendant 1 an. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais presque. On faisait des arrêts comme ça. Et l'écriture s'est faite après 6 mois de montage. Parce que j'avais aucune envie d'avoir une voix off. Je pensais que le voyage et les images d'archives seraient suffisantes. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre le spectateur par la main un peu. Pas d'une façon didactique, mais d'une façon amoureuse presque. De les faire aussi balader avec moi. Et j'avais l'impression qu'il fallait raconter ces voyages parce qu'il y avait des choses que j'avais ressenties, que j'avais pensées, que j'avais rencontrées, qui n'étaient pas possibles de monter simplement avec une bande d'image et une bande son diégétique ou même la musique. Et alors la narration, ça m'a permis aussi d'organiser les voyages et donner un peu un repère pour les spectateurs pour qu'ils puissent un peu suivre mon cheminement émotionnel. Et la carte pour ma mère. Et en fait, j'avais toujours pensé que ce film, c'est un film que j'ai raconté à mon père. Mais là-bas, je me suis dit, mais j'ai pas beaucoup à lui raconter, quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup à partager avec lui. Il connaît le pays, c'est chez lui. Et j'avais pensé qu'il fallait raconter à quelqu'un ces voyages. J'avais vraiment besoin de la raconter. Et quand j'ai pensé ce que j'avais fait, c'était possible que ça devienne un film. Je me suis dit, à qui je raconte cette voyage? Je vais pas raconter à un public, parce que sinon ça devient un truc très froid. Parce qu'un public, on ne sait pas qui est le public. Et c'est comme ça que la lettre pour la mer est arrivée. Parce que je vous dis honnêtement que je crois que quand j'ai fait les dossiers pour avoir un peu de financement pour payer le voyage, j'avais écrit comme ça, je crois que c'était en 2015, jusqu'après que ma mère est partie, ou 2016, que je raconterais ces films à ma mère. Mais j'ai dit, bon, mais ça c'est une folie. Je ne vais pas faire ça parce que ça n'a aucun sens de raconter les films à un fantôme ou à quelqu'un qui est mort. Mais cette idée, elle est revenue quand j'étais au montage. Alors, tout a été écrit. On avait une version du montage qui faisait des heures quelques. On a écrit la lettre. Pas moi, c'est pas moi qui ai écrit cette lettre. C'est un scénariste de fiction qui était le scénariste de La Vie invisible. Parce que ces films, c'est aussi une espèce d'autofiction, d'une certaine manière. Alors, il a écrit la lettre. Évidemment, elle était beaucoup plus longue. On a remonté le film pour la lettre, alors on a réécrit la lettre pour le film. C'était une espèce d'aller-retour pendant 6 mois pour que ça puisse devenir un objet qui a une petite cohérence quand même, parce que la lettre... Alors j'avais toujours une doute, et j'allais encore, est-ce que ces films devraient avoir des versions dans d'autres pays, quoi, en anglais, en allemand, ou je sais pas, enfin, ça dépend d'où il va. Mais ça, c'est une autre question. La lettre a été écrite après. Tout à l'heure, vous parliez de votre rapport à l'image. Là, dans le documentaire, on le voit parce que vous employez différentes sources d'images. Votre caméra, celle de votre téléphone, des images d'archives, des photographies, des diaporamas. Est-ce que vous cherchiez à faire un travail sur l'image? Et si oui, c'était... Non? Non, vous savez, alors, je vous explique. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'était le début des années 90. Et c'était très difficile. Moi, je viens d'une région au Brésil. Moi, j'étais à New York déjà. Je faisais une fac à New York. Et j'allais souvent au Brésil. Et il faut que vous compreniez que pour tourner des films jusqu'à ces moments-là, soit on faisait du VHS, ou sinon c'est de la pellicule. La pellicule, c'est super compliqué. Il faut aller à São Paulo, il faut acheter, il faut avoir de l'argent, on tourne, il faut rentrer à São Paulo pour les labos. C'est vraiment un bled, Fortaleza. Enfin, maintenant, c'est pas un bled non plus, animaux, mais à l'époque, c'était. Et je me souviens que j'ai fait un film un peu pareil comme celui-ci, qui s'appelle... c'est un carnet de voyage sur cette région d'où je viens au Brésil, ça s'appelle le désert, with all proportions. C'est pas vraiment le désert comme les Sahara, mais la région s'appelle Ceará, par exemple. En gros, j'avais envie de tourner, c'était un voyage, et j'ai pris tout ce que j'avais autour de moi. J'avais des diapos, j'avais des photos, j'avais une caméra qu'on avait achetée, que c'était une caméra de prosumer model, comme ça, qui était pro, mais qui était une caméra pour des consommateurs. Et c'était une question de moyens. On n'avait pas de moyens pour faire un film cohérent avec de la pellicule ou même avec du digital. À l'époque, il n'y avait pas de digital.
Et cette expérience, ce qu'on a fait, c'est on a pris des bouts de films, on a pris ce qu'on pouvait. C'était une espèce de film pauvre comme ça. Et je me suis tellement amusé. Parce que il y avait des moments où c'était bien de faire des photos, il y avait des moments où c'était bien de tourner en Super 8, c'était des moments qui étaient bien. Et je me souviens qu'en ces voyages, on avait une caméra qu'on avait achetée à la République tchèque qui a coûté 200 € et qu'on a filmé des bobines de, je sais pas, de 50 mètres de 16 mm. Et cette caméra, elle était cassée, alors la griffe, elle était comme ça. Alors on avait une espèce on avait un peu tout quand on est arrivé à la salle de montage. Et c'était une vraie joie de pouvoir mélanger les formats là. Et c'était un peu un accident comme ça, parce que on avait besoin, enfin, on ne pouvait pas faire tout en digital. Et ici, je me suis dit, mais écoute, je vais avoir les mêmes joies que j'ai eues quand j'ai fait ces voyages-là. Et cette joie, elle a avoir des moments à faire de beaux plans avec une caméra qui est pro, blablabla. Il a une joie qui est de prendre une photo dans une chambre d'hôtel. Il a une joie qui est d'aller le soir quelque part et filmer avec une caméra de photo, par exemple. Et c'était vraiment une façon que je me suis dit, s'il y a une chose qu'il faut que je fasse de ce voyage, avant de faire un film, c'est de m'amuser. C'est d'avoir du plaisir à voir des images que je peux garder quand même jusqu'à ma mort de l'Algérie, quoi. Même si ça ne devient pas un film, parce qu'on ne sait jamais, surtout avec des documentaires. Et c'est comme ça, ce n'était pas un truc conceptuel, parce que, tu vois, c'était vraiment quelque chose de... C'est comme ça, on n'avait pas beaucoup d'argent, et moi, j'adore la photo, et moi, je me prenais aussi comme touriste. Et je crois qu'on est touriste, il fait beaucoup de photos, on est comme ça à vif, et c'est comme ça que la matière du film... Après, elle avait évidemment les images d'archives personnelles, mais tout ça, c'est venu après. Et donc du coup, est-ce que c'est pour cette même raison que on voit un petit peu certaines limitations, certains défauts de la caméra que vous avez laissé volontairement dans le documentaire? Ah oui, je l'ai laissé parce que, écoute, j'ai vu un film d'une copine à moi que j'adore, qui m'a beaucoup libéré. C'est un film qui s'appelle Camera Person. Je ne sais pas si tu as vu ce film. C'est un film américain génial. C'est une chef-op, femme qui en fait a fait la féministe, qui a vécu beaucoup en Afrique et qui pendant très longtemps, elle s'appelle Kirsten Johnson, pendant très longtemps dans sa vie, elle faisait des films sur des régions de guerre. Et elle avait elle avait beaucoup de matériel qui n'était pas utilisé, qui était des outtakes. Et elle a fait tout un film où on voit sa présence avec la caméra. C'est tout ce qui était du trash, elle a pris. Et elle a fait quelque chose qui parle de son rapport avec son métier de chef opératrice dans des régions de conflit. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'elle avait une telle honnêteté, elle avait quelque chose de brut et on sentait sa présence. On sentait qu'elle était là. On voyait des traces d'elle quand elle bougeait à la caméra. Et je me suis dit, avec ces films, s'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est de m'avoir à l'image. Parce que ça dérape dans un narcissisme très, très vite. Et je trouve aussi que quand moi, je ne suis pas à l'image, c'est beaucoup plus simple pour un spectateur de se mettre à l'image. Parce que c'est du vide. Il a du vide là. Alors, il y a beaucoup de monde qui s'identifie, qui s'approprie de l'histoire. En gros, c'était quoi votre question? La question, c'était que vous disiez que vous vouliez vous amuser, et moi je rebondissais en disant que au début du film, on voit les limitations de la caméra, ses défauts. Parce que je crois que les limitations, alors je reviens à votre question, les limitations de la caméra, ça permet à les spectateurs de comprendre que c'était une personne qui avait fait ce film, c'était pas une équipe. Et c'était pas quelque chose qu'il avait une médiation énorme entre une équipe et un sujet. Et pour moi, c'est très important que vous ressentez ma présence comme narrateur, mais que vous ne me voyez pas. Et toutes les traces physiques, les traces de toucher la caméra, d'éteindre la caméra, ma voix, mes traces personnelles qui sont un peu dans l'hôtel, qui sont un peu partout, moi je trouve qu'il fallait quand même donner un peu de pistes, parce que sinon ça devient une voix. Et cette voix-là, un corps. Ces corps, on n'a pas besoin de voir ces corps, mais ces corps, il existe. J'ai enregistré dans Post-Franco, parce qu'il faut le dire aussi, là, je crois que la moitié de ces films, c'est de la fiction, parce qu'on a, par exemple, il n'y a pas de son diégétique. Il y en a un peu. Quand les gens parlent, c'est pas doublé, quoi. Mais beaucoup du son a été fait là après. Et moi, quand je fais des longs métrages en fiction, j'adore faire de la post-synchro parce qu'on peut faire des choses magnifiques. Mais à part ça, il y a des sons de proximité comme ça qu'on met quand on fait de la post-synchro, surtout de la respiration, qui, je crois, qui approche beaucoup les spectateurs au personnage. Et en fait, ici, c'est une stratégie très classique de la fiction. Moi, j'ai enregistré beaucoup de respiration, beaucoup de bruit des caméras qui sont en train, parce que je croyais que c'était important de donner quand même des traces, pas nécessairement visuelles, mais au moins sonores de cette personne qui était là. Parce qu'il faut quand même un point d'accrochage visuel, même si c'est subtil, même si c'est des ombres,
une photo de moi dans un passeport, en photo très loin quand je passe le miroir. Je crois que ça c'est pas non plus de ne pas avoir aucune image. Je crois que c'était important de manipuler techniquement la caméra. Je crois que c'était une de ces stratégies-là. Votre film, on pourrait l'associer un petit peu à une forme de collage avec du coup toutes ces sources. Il y a comme un côté un petit peu expérimental. Pourtant, alors on l'a ressenti tous les deux avec Karine, qu'une fois que vous arrivez en Kabylie, ce côté un petit peu collage expérimental, il s'efface un peu. Oui. C'était volontaire? Non, c'est imposé comme ça. D'accord. Parce que je crois que là, je m'amusais. C'était une espèce d'enfant dans une maison de jouets. C'était un peu orientaliste. C'était la mer, c'était les couleurs Algérie, les gens. Et j'étais un peu comme ça. Je suis arrivé dans les milieux de nuit. Je suis arrivé dans un espace merveilleux où il y avait plein d'excitation comme ça. J'étais un voyageur et aussi un touriste. Et alors, quand j'arrive en Kabylie, je me suis calmé. Parce que d'abord, en Alger, c'était moi et la ville, les gens. Moi, j'avais aucune connexion avec cette ville. Je n'avais pas de gens que je connaissais là-bas. Alors, c'était vraiment, j'étais à l'extérieur. Vous voyez, je crois que je rentre une fois chez quelqu'un. J'étais à la Casbah, il y a un garçon qui m'a invité d'aller chez lui. Une fois, mais quand je suis arrivé en Kabylie, la question était une autre question. C'était... parce qu'à Alger, j'appartiens pas à Alger. Alger, c'est une belle ville, j'adore, mais bon, moi, j'aime pas de connexion avec Alger. Et quand je suis arrivé en Kabylie, c'était complètement différent. Je suis arrivé... D'abord, c'était un monde très bizarre, parce que c'est très proche d'Alger, mais c'est les montagnes, c'est des villes qui sont un peu proches des nuages, comme ça. C'était vraiment magique. Et je sais que c'est très cliché de dire comme ça, mais c'était vraiment magique. Je me sentais comme si j'étais dans un monde un peu magique, comme ça, avec des nuages, de la brume, du froid. Et là, j'étais vraiment interpellé et je me suis complètement effacé. Je me suis mis, je ne sais pas quel est le mot, une espèce de mise en abîme avec les gens qui étaient là-bas, qui étaient quand même des gens qui avaient une relation avec moi qui, même si elle était physiologique ou génétique ou de sang, c'était là. Et c'est devenu un film beaucoup plus d'émerveillement comme ça, de découverte, d'écoute. Je crois qu'à Alger, je cherchais, j'étais comme ça un peu, où est-ce qu'il est mon père, est-ce qu'il a vécu ici, est-ce que j'ai des cousins qui sont là, comment ça se passe. Et là-bas, en Kabylie, moi j'étais émerveillé, comme je me souviens que les rencontres avec cette dame quand je suis arrivé au village, c'est comme si j'avais rentré dans un espace-temps qui était suspendu. À Ciné Latino, on voit des films d'Amérique latine et on reconnaît les films brésiliens avec la couleur qui est donnée au film. Oui. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé la colorimétrie de Mais votre vous film. savez, c'est une question tellement bien parce que... Non, je te sais pourquoi. Moi, je suis toujours obsédé par la couleur. Peut-être parce que les premières images que j'ai vues de ma vie, c'était les images de mes parents. Dans ces diapos, et c'était des diapos qui étaient faits en Kodachrome. Alors, la photo pour moi, c'est toujours... J'arrive, j'essaye de faire comme si, mais c'est toujours du Kodachrome. C'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est les rouges, très saturés. Moi, je déteste tourner en digital, je ne vais pas mentir, parce que les rouges n'existent pas. Alors, je suis toujours dans toutes les fois que je peux tourner, je tourne en numérique, en argentique. Et toutes les fois que je vais faire des étalonnages de films, il y a des étalonneurs qui disent, mais c'est un peu trop, c'est un peu... I don't care, just go. On y va, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose par rapport à la couleur. Moi, je déteste le noir et blanc, par exemple. Je trouve ça, c'est comme une mauvaise soupe. Il n'y a pas de goût. Et pour moi, je sais que c'est pas comme ça, c'est plus compliqué, mais pour moi... Désolé, pardon. J'aime beaucoup le noir et blanc. Mais... Non, mais je déteste le noir et blanc. J'ai dit, OK, you know, c'est vraiment... il a une médiation, tu vois, qui est là. Le moment, il n'est pas noir et blanc. Alors, je crois que d'un côté, ma passion avec, par exemple, mon photographe favori, tous les étalonnages que j'ai de tous mes films, j'apporte des photos de William Eggleston, qui c'est la première personne qui a travaillé avec la couleur, au négatif, etc. Et ce n'est pas simplement que j'aime la couleur. Moi, j'aime la couleur en pellicule. Et quand je dis en pellicule, c'est comme ça. Même si je fais une peinture, moi, il faut qu'il y ait la couleur de pellicule. C'est une couleur avec des séparations des couleurs et tout. Mais votre question est intéressante parce que quand je suis arrivé en Europe, moi je suis là depuis beaucoup de temps, et quand j'ai commencé à faire mon étalonnage en Europe, il y a toujours une friction entre moi et l'étalonneur. Parce qu'ils font comme ça.
Je lui fais, monte. Parce que d'abord, je trouve, c'est la peau qui m'intéresse. Alors la peau, il y a un truc qui se passe dans la peau, ça s'appelle les sangs. Les sangs ils coulent dans la peau. Là, pour moi, je suis très préoccupé parce que pour moi, les pistes, c'est de voir des films que j'ai dit, cette personne a un problème d'hépatite, un problème d'anémie, quoi, tu vois. Pour moi, la peau, c'est la vie, les skin tones. Et alors là, c'est un truc. Et comme vous dites les films brésiliens, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que une autre chose aussi, c'est que la lumière au Brésil, surtout d'où je viens, elle est une lumière très blanche et qu'elle est très éclatante. Et les couleurs sont... Elles crient comme ça, les couleurs. Alors je crois que c'est aussi une mémoire physique. Mais après tout ça, et là, ce film qui va passer à Cannes, c'est un film noir en couleur. C'est-à-dire que tout qui est par rapport aux ombres, tous les codes des ombres et tout ça, c'est les couleurs. Et c'est des couleurs. Alors là, je me suis explosé. Mais des couleurs que je ne pouvais pas imaginer combien il y a de couleurs. C'est un peu boulimique, ma relation avec la couleur. Mais tout pour vous dire que je crois que peut-être, dans mon cas, ça parle de la vie. Pour moi, les couleurs, ça parle de la vie. Et moi, je suis quelqu'un qui... J'aime la vie trop. C'est pas que j'aime la vie comme une espèce de... Je vais dévorer la vie d'une certaine façon. Je crois que les couleurs me permettent... Ça traduit cette sensation, je trouve. Mais les films brésiliens, parce que il a quelque chose d'assez joyeux. Il a quelque chose d'assez joyeux avec la couleur, je trouve. La couleur, pour moi, c'est aussi un synonyme de joie, quand on exagère comme ça la couleur. Je crois qu'elle est un truc qui est un peu superlatif. Et je crois que, différent d'autres pays de l'Amérique latine, hein, moi je crois qu'il a quelque chose au Brésil qui est un peu, je ne sais pas comment dire en français, mais qui est un peu au-delà, quoi. Il est un peu over the top. Tout au Brésil est un peu trop. Et je crois que la couleur, ça fait partie de ça, mais ça fait partie aussi d'une espèce de brillance par rapport à la vie. Pour revenir sur cette question de votre travail, de cette couleur, et même quand on voit le documentaire, on voit des cadres très composés. Pourtant, dans votre note d'intention, vous dites que vous vouliez vous porter par le hasard, que vous vouliez prendre sur le vif. Vous avez dit que vous avez dit 100 heures d'heure de rush. C'est un jeu d'équilibriste, c'était d'avoir quelque chose de très beau, très cadré, tout en étant sur le vif. Vous avez réussi à... Oui, je trouve, parce que d'un côté, je crois que c'était important d'avoir une relation chimique avec l'Algérie. Quand je dis chimique, c'est... Je prends la caméra, je tourne, je ne sais pas si c'est bien réglé, la mise au point, si c'est bien réglé, comment on dit, les diaphragmes. Pour moi, c'était important d'avoir quelque chose de très chaud comme ça, de très à vif. D'un autre côté, il avait un moment où mon regard, il était posé, surtout en Kabylie. Je crois que j'étais là, je voyais, quoi, j'écoutais, je n'étais pas en train de chercher quelque chose. Et je ne crois pas que c'est moins chaud, que c'est moins vif. Je trouve que c'est un autre état d'esprit de comment je peux traduire mon état d'esprit. Et c'est intéressant que vous parliez de la Kabylie. Si vous pensez aux plans de la Kabylie, ils sont beaucoup plus posés que les plans d'Alger, quoi. Alors je trouve que pour moi, c'est pas moins chaud, c'est pas moins vif, c'est pas moins viscéral ou vital, mais c'est vraiment, ça traduit une espèce d'état d'esprit du narrateur. C'est comme quelqu'un qui fait des phrases très très courtes dans une mémoire, il y a un moment où il fait des phrases très longues. Et je crois que la caméra, c'est une espèce de stylo, quoi. Avec autant de matériel à votre disposition, comment vous avez rendu possible le fait que ça soit homogène? Je sais comment, je crois que c'était l'émotion. C'était quelque chose, enfin je sais que ça semble un peu comme ça, un peu hippie d'émotion, mais bon, c'était... Il est tellement hippie. Mais c'était... pour moi, le grand plaisir de faire ces films, à part tout ce qu'on a parlé, tout ce qui est là sur l'écran et tout, c'était de, quand on met un plan à côté de l'autre, ça marche. Ou ça marche pas. Pourquoi? Moi, j'ai refusé de répondre à cette question pendant ces films. C'était vraiment de l'intuition. C'est pour ça que je parle d'émotion, mais ce n'est pas d'émotion, c'est l'intuition. Et alors, c'est très bizarre parce que je vois les films. Moi, je ne revois jamais mes films, mais là, comme j'ai fait une espèce de tournée avec les films en France, je rentre 20 minutes avant la fin, 30 minutes, 10 minutes. Et je vois des choses que j'ai fait. Et je suis très content, mais je ne me souviens pas pourquoi exactement j'ai choisi de les montrer comme ça.
mais il avait un respect. Il avait un plan, il avait une ligne rouge, que c'était l'histoire du voyage, de l'arrivée, les choses que j'ai racontées à ma mère, mes impressions. Il avait quand même, c'était pas que j'étais en train de faire une espèce de salade niçoise mélangée avec une salade russe. Il avait quand même un minimum de cohérence avec la voix off et avec l'histoire qui a été racontée. Et comme j'ai dit hier, l'histoire est racontée d'une façon très classique. Tous les points d'inflexion dramaturgique sont là, ils sont vraiment chronométrés, c'est un truc très précis. Mais à l'image, je crois que c'était toujours très intuitif de dire, mais moi je sens que... Et c'est drôle parce qu'il y avait des choses qui se sont imposées depuis les premiers jours de montage. Il y a des choses qui sont là, qui elles étaient imposées quand j'ai commencé à monter le film. C'est par exemple cette femme qui est assise là et les gens qui sont là écrivent cette lettre. C'est un truc qui va beaucoup âgé. Des gens qui n'ont pas d'ordinateur, ils vont chez ces messieurs-là qui remplissent le formulaire pour qu'ils puissent aller dans une agence gouvernementale. Pour moi, cette femme qui était assise là, qui n'avait rien à voir avec ma mère, mais qui était là, qui m'a beaucoup touché, ces mecs qui étaient en train d'écrire cet enfant avec ces mecs, avec son enfant, pour moi, il avait une scène qui était là. C'était évident qu'il avait une scène qui était là. Et c'était comme ça que les choses se sont un peu faites. Moi, j'ai passé les journées avec mon monteur. Je crois que pour lui, c'était très difficile au début. Mais j'ai dit, mets ça avec ça. Vois comment ça marche avec cela. Et les choses elles prenaient ces schémas d'une façon très... c'est vrai que quand on avait l'histoire, la voix et les fils rouges, c'était beaucoup plus simple. Mais je crois qu'ils ont passé un très long moment où c'est très, pour lui, très angoissant de faire du montage. Parce que moi, j'étais là tous les jours à dire, non, mais essaie... Ah, je dis, ah ben là, ça marche. Et je ne sais pas, c'est une espèce d'alchimie qui est entre les plans quand on en fait un film. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma expérimental. Moi, j'étais élevé avec le cinéma expérimental. Parce que ces questions-là, elles dépassent la narration. C'est la matière, c'est comme faire un tableau abstrait, quoi. Quand on fait un tableau abstrait, on ne se demande pas si les coups est entre la tête et les corps. C'est vraiment quelque chose, c'est un geste. Et pour moi, c'était ça qui était très, très beau, c'était de partir d'un espace qui est un espace très mimétisant de la réalité. Je crois que le cinéma, il a ça par définition, parce que c'est de la photo. Mais pour moi, c'était beaucoup plus important que ça soit un geste où on ressent les choses, mais on ne peut pas les décortiquer. Et je vois les films maintenant, et il y a des moments où j'ai dit, mais peut-être cette scène ne devrait pas être là. Mais je me suis dit, mais au moment, ça faisait du sens, et je crois que ça existe comme ça. Mais c'était vraiment intuitif. Qu'est-ce que c'est que cette façon de couper la musique? Parce que je trouve que c'était un voyage qui était fait de sursauts. C'était pas un voyage simple, c'était pas une expérience fluide. C'était quelque chose que j'étais... Alors, vous imaginez, moi, je suis en train de me balader à Alger le soir, en train de trouver un club. Je savais que ça n'existait pas, un club à Alger, mais moi, je voulais quand même, quoi, m'amuser, danser et tout. Mais c'était évidemment qu'il n'y a pas de club à Alger, parce que c'est interdit, tout ça. Mais je cherchais un bar, il n'y a pas de bar. Il y avait 2 bars que j'ai trouvés, mais je ne peux pas tourner dans les bars. Et tout d'un coup, je me débarque à cette place, qui est une place vraiment au centre-ville d'Alger. Il y avait ces garçons qui étaient en train de jouer. Alors, le film, je crois qu'il est fait par des surprises. Je crois que quand on n'est pas dans un récit classique narratif où tout est organisé par une question de causalité, là, c'était la surprise qui faisait qu'on a quand même une dynamique. Parce que sinon, on dort. Si c'était une expérience fluide, on dort, quoi. C'est pas possible, quoi. Qu'on est là en train de voir ces mecs qui parlent comme ça sur sa mère et tout. Je suis un peu dérisoire de ma propre voix, mais il faut quand même arrêter. Il faut quand même se surprendre. Il faut quand même créer une espèce de dynamique entre la joie, la tristesse, l'explosion, les couleurs. Et pour moi, toutes les fois que je rentre dans un truc homogène comme ça et qu'on est tranquille sur le fauteuil, je dis dors. Et pour moi, c'est important de garder les gens intéressés et de ne pas être prévisible. Je crois que... Et moi, il y a un truc que j'ai appris ça. Ils ne savent pas. En fait, je vais parler avec lui demain. C'était avec les frères Dardenne. Parce que je cherche un monteur. Et je me souviens quand j'ai vu ces films, au début, il avait quelque chose comme des espèces de ruptures de son, comme ça. On passait d'un plan très large à un plan qui était un peu plus serré et les sons faisaient bang. Et j'étais bouleversé parce que c'était quand même une façon physique d'être avec les personnages. Et pour moi, c'est ça ici, il faut créer de la dynamique. Je crois que c'était très important de ressentir ce que j'ai ressenti aussi par rapport à certains espaces. Un plan n'a pas nécessairement les sons qui sont des sons diégétiques. Pour moi, c'était quand même comment, en pas faisant un film narratif classique, où il n'a pas une question dramatique. La question dramatique du film, est-ce que je vais retrouver ces villages ou pas? C'est une question assez basique. Mais je crois que dans la durée du film,
C'était très important de traduire ma surprise et mes surprises avec l'Algérie, mais d'une façon très, très piétonnière, de réveiller les spectateurs. Et pour moi, il y en a une qui me gêne énormément, que je crois que c'est une erreur, c'est le début qu'on fait, oh, et voilà, ça, l'opéra, on y va, boum, coupe, on est au bateau. Et je trouve que ça, c'est, j'aimerais voir un peu plus de l'opéra. Mais je crois que ça donne aussi une idée de la manque. J'étais là, mais j'étais jamais épaisé. On a vu aussi Le Jeu de la Reine, hein, et vos deux films, il y a quand même un plaisir du générique de fin. C'est fou, non? Pourquoi? Mais je me demande tout le temps. Mais oui, mais parce que je pense que le générique de fin, tous les autres réalisateurs, c'est un peu la corvée du style. Pour moi, c'est les moments où je peux faire mon cinéma expérimental. Je peux, mais comment on dit ça en français? To let my hair down. Je peux me lâcher? Me lâcher. Oui. Je me lâche. C'est ça. Et j'adore. Ah, et pour moi, je vous dis un truc très important. Moi, raconter des histoires, c'est un acte de plaisir, mais c'est un acte de torture. Parce que c'est quand même un format, il faut raconter les choses, il faut comprendre, il faut expliquer, il y a toutes des logiques comme ça de la narration. Moi, je viens d'un cinéma qui, au départ, c'était vraiment un cinéma pictural, c'était un espèce de cinéma qui n'avait pas d'histoire, mais je ne peux pas passer des heures sans histoire, personne ne va voir mes films, ça va être la mort, je ne vais pas payer mon loyer. Mais je crois que c'est très intéressant. Là, je pars à Berlin demain pour travailler avec les graphistes pour le générique de fin du prochain film qui est à Cannes. Je me lâche. Et là, un autre truc que je me suis rendu compte hier, c'est pas le générique de fin, c'est la musique du générique de fin. Mes producteurs, ils sont désespérés parce que toutes les fois, depuis mon premier court-métrage, j'aime bien faire du cinéma, mais ce que j'aime bien, c'est danser. J'adore danser, j'adore aller dans les boîtes de nuit, j'adore, c'est ça que j'adore. Le reste, on le fait parce qu'il faut le faire, c'est important et tout, mais moi, c'est que j'aime beaucoup. Si je poussais passer ma vie en train de danser dans une boîte, c'est ça que je ferais. C'est ça le plaisir. Ça n'a pas besoin d'être dans une boîte, ça peut être dans un rave, peu importe. Et pour moi, c'est très important quand on sort d'un film, qu'on sent qu'on vit un film, mais qu'on est dans un espace de partage musical. Pour moi, c'est comme si j'étais dans un concert, ou par exemple, La Vie Invisible, c'est un film. Et c'est très bizarre parce que je trouve cette musique vraiment à la fin. Avec La Vie Invisible, on était en train de mixer les films. Et je disais, putain, mais c'est quoi sa musique et tout? Et là, je cherchais, j'ai dit, Portugal, boum, boum. Famille portugaise, boum, boum, fado, boum, on y va. Et là, je suis passé à Amália Rodrigues et les films, c'est pas qu'on est on danse pas à Amália Rodrigues, c'est pas ça la question, mais pour moi, la fin des films, c'est toujours pour moi, les génériques et la musique, c'est là où on peut vraiment avoir une expérience collective entre nous, qui n'est pas axée sur l'écran. Et effectivement, mes génériques, je me rends compte, j'obsède. Et du coup, le choix de la musique à la fin, Small Town Boy... Mais c'est une façon d'apporter une culture queer pour les films. Ok. C'est l'hymne queer des années 90. C'est la danse, je ne pouvais pas m'en passer. Alors, après un mois et demi en Algérie, c'est quand même un pays assez conservateur. Alors, enough. C'était assez. Et c'était aussi une façon, je crois que ça raconte aussi la même histoire du film, c'est Small Town Boy. Moi, je venais d'une ville au Brésil, maintenant elle a 3 millions d'habitants, mais à l'époque, elle était les trous du monde, il n'y avait pas de vol, je ne sais pas comment ma mère a fait pour vivre là-bas. Et ça parle un peu de la diaspora queer. C'est les gens qui doivent partir de chez eux pour qu'ils puissent exister dans une espèce d'anonymat urbain, pour qu'ils puissent vraiment être acceptés. Et pour moi, c'était important que cette musique soit là. Et c'est une musique qui, moi, c'est drôle, même à chaque fois que je vois le film, quand je suis en cachette là derrière la salle, qui ça finit, moi je danse. Et je trouve que c'est important. C'est important qu'est-ce qu'on amène à la maison après qu'on sort d'un film. Qu'est-ce qu'on amène, pas à la maison, on n'a pas besoin d'aller à la maison. Mais, mais ce qu'on amène, et je crois que les images et et je trouve aussi qu'il ne faut pas perdre. Faire un film, c'est un privilège. Et je ne vais pas passer des minutes d'un film avec du noir, avec les blancs. C'est pas possible. Non, ça coûte cher. Non, on est dans une salle de cinéma, c'est boring, non? Les mecs qui font des génériques au début comme ça, boum, boum, Times New Roman, non. C'est quand même du cinéma, on est dans une salle de cinéma, on n'est pas en train de lire un putain de livre. Et je trouve que c'est important. Non, mais c'est vrai, non? Il faut que ça soit... C'est pas la lecture, tu vois, on n'est pas en train d'ouvrir un bouquin. Et je trouve que les génériques, pour moi, c'est super important. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur ce film?
Et de quoi vous êtes le plus fier sur ce film? Les plus durs, je ne sais pas. Rien n'était dur. Tant mieux. Non, bon, c'est pas que les gens sont morts d'un tournage ou que, enfin, il n'avait rien de tragique. Le dur, c'était le fait que il avait un moment où, mais je crois que ça se passe beaucoup dans beaucoup de films. Là, c'était vraiment un moment. Je ne savais pas s'il avait du film, parce que je ne savais pas si l'histoire qui était là, c'était une histoire qui était assez forte pour partager avec un public de cinéma. Et il avait un moment où je me suis dit, je fais une installation. Ça coûte pas cher. Je n'ai pas besoin de public. Et j'ai quand même raconté. Alors pour moi, les plus durs, c'était de comment. Et c'est là que la voix off était très importante. Parce que c'est là où le film est devenu un vrai film. Parce que sinon, on se perd, on est là, on dort. Parce que je ne crois pas qu'il avait assez de matière pour raconter ce que je voudrais raconter. Et c'est comme je vous disais avant, ça c'était le moment le plus dur. C'est que il avait des semaines comme ça que je passais avec mon monteur. Et la monteuse, on a fait un 4 ans. Et je disais, il n'y a pas de film. Ça, c'est pas intéressant. Cette histoire de Karim, le papa qui vit là-bas, maman qui vit ici, l'Algérie, ça n'a aucun intérêt. Je crois que là, c'était le moment le plus dur. Parce que où est-ce que le film devient vraiment, quand je dis ça devient un film, ça ne devient pas un objet privé. Et l'autre question? De ce dont vous êtes le plus fier. Là où je suis le plus fier, c'est que je crois qu'on vit dans un moment, et surtout aujourd'hui, où il y a des histoires qui ont été complètement ignorées, effacées. C'est comme certaines expériences n'ont pas existé. Et je parle très clairement de la Palestine. C'est comme si ça n'avait pas d'image. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948? C'est pas rien. Enfin, il y a un truc qui s'est passé en 1948, d'accord? On est d'accord. Mais il n'a pas d'image, il y a très peu d'images. Mais je parle de la Palestine quand je peux parler de partout dans le monde, surtout au sud du monde. Enfin, en Europe aussi, il y a des choses qui sont passées qui sont horribles, mais il y a très longtemps. Mais je crois qu'il faut raconter des histoires qui nous permettent aussi d'exister aujourd'hui d'une façon où on a une perspective de l'histoire. Et pour moi, c'était ça c'est ça qui m'a beaucoup... Il a une photo dans ce film, c'est une photo qui est partout, qui est la photo du 5 juillet au centre-ville, à Alger, où les gens sont en train de... Il y a plein de monde comme ça, il a quand même quelque chose d'écrit. Je crois que c'est écrit La Révolution, jamais. Ça, c'était pour moi très important parce que je trouve que, comme Brésilien, on n'a jamais vu des moments comme ça. Et on n'a jamais... C'est pour ça que j'étais bouleversé quand je lis les livres de cette Américaine. Mais comment on peut exister aujourd'hui sans être éduqué avec des histoires qui sont quand même des histoires d'espoir? Et pour moi, ça, c'était le plus... C'est ça que j'ai plus aimé. Il y a un plan dans les films aussi qu'on a trouvé dans un archive tchèque, dans un archive de la République tchèque, qui c'est les mecs avec les armes qui dansent. Je trouve qu'il a quelque chose de très, très important, quoi. Il a quelque chose de violent et de joyeux. Pour moi, c'était mettre la lumière dans un moment historique dont on ne sait pas assez. Et c'était aussi mettre la lumière dans un pays qui est un peu aveugle, sur lequel on est un peu aveugle. Et c'est ça qui était le plus joyeux, je crois, pour faire ce film. Enfin, dernière question. À un mois de Cannes, comment vous sentez-vous? Est-ce que... Dans les nuages. Dans les nuages? Bah oui. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Répondez au téléphone. Je te dirai. Non, mais je vous dis pourquoi. Parce que je vous dis exactement pourquoi. Parce que d'abord, là, ces films qui sortent en France, c'était toujours un rêve. De partager ces films avec un public français, un public de la diaspora. En même temps, j'ai fait un film de dernière qui était aussi à Cannes, qui est un film un peu énorme, avec vraiment un film à la hollywoodienne, quoi, qui je me doutais si je pourrais faire, je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait, qui sort en France. Boum, boum. Et là, j'ai un film qui est exactement à l'opposé de ce que j'ai fait au Brésil, que j'ai fait après le Jeu de la Reine que j'ai fait au Brésil, qui était un film que personne ne voulait que je le fasse, parce qu'après le Jeu de la Reine, il faut aller là, il faut faire ça, blablabla. Je dis non, mais il faut que j'entre au Brésil, je suis désolé. Et j'ai fait un film, et je suis parti de Cannes au mois de mai, pour rentrer au Brésil depuis 5 ans que je n'ai pas mis mes pieds à cause des questions politiques, et j'ai tourné un film chez moi. Et boum, le film il est pris à la sélection du Festival de Cannes. Tout ça, c'est des choses bien, mais les mieux, c'est que j'ai le droit de tout faire. Et ça donne une sensation de liberté
qui est quand même impressionnante. Moi, je peux faire un film comme Le Jet de la Reine, je peux faire un film comme Algérien, par accident, comme Les Marins de Montagne. Tu vois que c'est un film qui est fait avec une équipe de 3 personnes. Et je peux faire un film au Brésil qui est complètement torride, sordide, beau, coloreux. Une sensation de liberté, quoi, qui, à mon âge, c'est génial. Parce que normalement, les parcours de cinéaste, on a une espèce de ligne comme ça, qui est très carré. Et là, je sens que je peux jouer des jeux différents et c'est incroyable que ces jeux-là, ils sont vus, ils sont pris au sérieux. Et ben, on vous souhaite de jouer autant que vous pouvez. Ah, ben toujours. Merci beaucoup en tout cas. Non, merci à vous, merci pour l'interview.